Octobre fracture les routines et révèle des lignes de force longtemps invisibles. Deux chiffres s'entrechoquent. C'est popularité diplomatique en hausse, souveraineté effective en baisse. Plus les forums applaudissent, plus les leviers réels s'éloignent, tandis que budget, normes et accréditeurs resserrent leur emprise, les promesses d'aide montent, les marges d'action se rétrécissent, l'écart se mesure en dignité perdue, et dans les rues, patience et colère changent d'échelle. Ce sont des tendances, pas des anecdotes. Pourquoi cela vous concerne-t-il quand Ibrahim Traoré bouscule le script aujourd'hui ? Voici le coût de la prudence, payable. Entre les appels à la stabilité et la tentation d'un nouveau départ, un paradoxe traverse le Sahel. Chaque capitale prétend vouloir la souveraineté, mais la dépendance financière et militaire demeure la matrice cachée de leurs décisions. Le cas du Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, cristallise ce dilemme, refuser les cadres occidentaux tout en évitant l'isolement stratégique. Le jeune capitaine ne promet pas la prospérité immédiate, il promet la rupture, c'est-à-dire une redéfinition du pouvoir qui ne s'achète pas à crédit. Son discours oppose deux conceptions du progrès, celle de la diplomatie prudente et celle du risque calculé. Pour lui, le véritable coût du compromis n'est pas budgétaire, mais historique. Chaque report d'indépendance reporte aussi la dignité collective. Le pari est clair. Prouver qu'un État africain peut survivre sans tutelle, qu'il peut dialoguer sans se soumettre. Si l'expérience réussit, elle redessinera les équilibres de tout le continent. Si elle échoue, elle confortera la thèse selon laquelle l'Afrique ne peut s'émanciper qu'en silence. C'est là que se joue de la promesse. Mesurer, pour la première fois depuis Sankara, la valeur réelle de la souveraineté. En moins de 12 mois, 3 pays du Sahel ont renversé leur alliance sécuritaire, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Leur PIB cumulé ne dépasse pas 80 milliards USD, mais l'onde de choc politique dépasse, elle, toute estimation. Plus d'un tiers de la zone franc remet aujourd'hui en question le cadre monétaire et militaire français. La révélation n'est pas dans la succession des coups, elle se trouve dans la cohérence du récit qui les relie. Au cœur, Ibrahim Traoré, 25 ans à peine, devenu le visage d'une génération qui refuse d'hériter d'un ordre post-colonial. Là où ses prédécesseurs parlaient de ajustement, il parle de libération. Là où les chancelleries occidentales invoquent la stabilité, il parle de survie collective. Chaque déplacement, chaque discours, chaque sanction dessine une bataille de définition. Qu'appelle-t-on la souveraineté au XXe siècle ? Pour les capitales occidentales, c'est la capacité d'un État à tenir ses engagements économiques. Pour Ouagadougou, c'est le droit de décider qui protège son territoire et à quel prix. Depuis son arrivée, les forces françaises ont quitté le sol burkinabé, les partenariats se diversifient vers la Russie, la Turquie ou le Mali, les institutions régionales s'enlisent dans les suspensions et les menaces. Mais derrière ces gestes spectaculaires, une autre transformation s'opère, la redéfinition du lien entre peuple et armée. Traoré parle de révolution de la conscience, formule qui mêle patriotisme, discipline et défiance envers les modèles importés. Le Sahel, longtemps perçu comme une périphérie de crise, devient un laboratoire d'indépendance politique. Et c'est ce renversement de perspective, bien plus que les uniformes ou les drapeaux, qui inquiète les observateurs. Quand les populations commencent à penser en termes de pouvoir plutôt que d'aide, les équilibres mondiaux se déplacent. Derrière les uniformes et les discours, une figure domine la scène burkinabé, Ibrahim Traoré. Moins que son grade, c'est sa posture qui intrigue, celle d'un officier devenu porte-voix d'un désenchantement collectif. Dans les rues de Ouagadougou, les jeunes militaires parlent de lui comme d'un miroir. Même âge, même fatigue, face à des décennies de promesses sans effet. À l'université, certains professeurs évoquent une pédagogie de la rupture où la souveraineté se construit autant dans les salles de classe que dans les casernes. Le premier impact a été psychologique. La population, longtemps spectatrice des décisions prises ailleurs, redécouvre la valeur du mot « nous ». Les drapeaux étrangers se retirent, les radios locales réévaluent leurs lignes éditoriales. Les débats politiques, auparavant centrés sur l'aide extérieure, s'ancrent désormais dans la notion d'autonomie productive. Un agriculteur du centre-nord résume : « Nous avons moins, mais nous décidons.
Ce changement de narration compte plus que les indices macroéconomiques. Il redéfinit la hiérarchie du possible. Sur le plan régional, la méthode Traoré inspire autant qu'elle divise. Les voisins observent une transition militaire qui cherche à se légitimer par des résultats concrets. Sécurité intérieure, autosuffisance alimentaire, coordination avec le Mali et le Niger. Mais cette approche heurte les institutions internationales qui redoutent une contagion politique. Entre indépendance et isolement, le fil est mince. Chaque décision devient un test d'équilibre. Ce qui se joue ici dépasse un mandat. C'est la tentative d'un État de reprendre la maîtrise de sa narration. Et cela change déjà la manière dont l'Afrique se regarde. Un récit autonome peut-il survivre sans tuteur économique? Tout commence en janvier 2001, dans une capitale saturée d'incertitudes. Les attaques djihadistes se multiplient, les convois militaires tombent dans les embuscades, l'État s'effrite au rythme des funérailles, les slogans du changement circulent plus vite que les décrets. Puis, le 24 janvier, la rupture, le président Kaboré est renversé, une junte prend le pouvoir en promettant sécurité et efficacité. Mais quelques mois plus tard, l'illusion s'effondre. Rien n'a changé sur le terrain. Les pertes augmentent, les villages fuient, la fatigue gagne les soldats. En septembre, le coup d'État dans le coup d'État. Ibrahim Traoré, alors capitaine de 34 ans, renverse le lieutenant-colonel Damiba. L'événement, d'abord perçu comme un réflexe militaire, devient rapidement un manifeste politique. Le jeune chef d'État improvise une ligne claire. Fin de la tutelle française, recentrage sur les alliances africaines, appel à une économie de résistance. Les premiers mois sont tendus. Fermeture d'ambassades, rumeurs d'assassinats, sanctions régionales. Mais à mesure que la pression augmente, le soutien populaire s'élargit. Les rassemblements sur la place de la Nation deviennent hebdomadaires. On y brandit à la fois le drapeau burkinabé et des portraits de Sankara. Traoré canalise ce symbole. Il ne promet pas la prospérité immédiate, mais une cohérence entre paroles et actes. Il expulse les troupes étrangères, dénonce les mécanismes du franc CFA et propose une coordination militaire avec le Mali et le Niger. Le point culminant survient en juillet 2023, lorsque les trois pays annoncent la création de l'Alliance des États du Sahel. Sous la surface diplomatique, l'enjeu est colossal. Bâtir une structure régionale indépendante des cadres imposés par Paris ou Abuja. Les déclarations officielles parlent de sécurité, mais c'est d'autonomie qu'il s'agit. L'annonce provoque un séisme politique, retrait de l'aide européenne, suspension économique, campagne médiatique. Pourtant, à Ouagadougou, la rhétorique change. Mieux vaut la pauvreté souveraine que la richesse sous contrat. Le vocabulaire de la résistance devient politique d'État. Les répercussions ne tardent pas. Diversification des partenaires, Russie, Turquie, Iran, réorganisation logistique de l'armée, réforme agraire amorcée. L'économie reste fragile, mais la logique a basculé. Le pays cesse d'attendre des programmes, il définit des priorités. La rhétorique se traduit par des actes mesurables. Réduction de 20% des importations alimentaires, augmentation des budgets locaux pour les zones rurales. Chaque décision s'inscrit dans une guerre de perception. Montrer qu'un État pauvre peut agir sans aval extérieur. Et c'est là que Traoré joue sa survie politique, dans la constance de l'action malgré l'isolement. La scène du Sahel, longtemps périphérique, devient un centre d'expérimentation. Que vaut la souveraineté lorsqu'elle se paie en isolement? Que devient la diplomatie lorsqu'elle s'exerce sans traducteur? Les mois à venir diront si cette trajectoire produit un modèle ou un avertissement. Les décisions symboliques ne suffisent pas. Ce sont les chiffres qui racontent la solidité d'un projet. Sous le commandement d'Ibrahim Traoré, 3 tendances dessinent une réalité moins spectaculaire mais plus durable. La sécurité s'améliore lentement, la production agricole redémarre et la dépendance budgétaire s'érode. Examinons d'abord la reconquête territoriale. En juillet 2022, moins de 35% du territoire était sécurisé selon les rapports militaires internes. Fin 2023, cette proportion avoisine 48%. Une progression de 13 points, obtenue non par supériorité technologique, mais par réorganisation logistique. Redéploiement local, base avancée plus petite, commandement unifié sur les axes nord. Chaque kilomètre repris se traduit par une réouverture d'écoles, de marchés ou de routes. L'armée, jadis perçue comme lointaine, se réimplante dans la société civile. Examinons ensuite
la production agricole nationale. La campagne 2023-2024 enregistre une hausse de 22% des récoltes de maïs et de mil. Les autorités n'y voient pas un miracle climatique, mais un effet des programmes communautaires. Distribution d'engrais locaux, formation de coopératives, réduction des importations alimentaires. Chaque tonne supplémentaire limite la vulnérabilité aux pressions extérieures. Dans un pays où 70% de la population vit de la terre, cette progression devient un symbole de résistance économique. Regardons maintenant la structure du budget public. En 2021, près de 64% des dépenses de développement provenaient de l'aide étrangère. En 2024, la part tombe à 49%. Une baisse de 15 points signifie moins de dépendance directe et plus de marge politique. Mais l'équation reste fragile. Moins d'aide implique des arbitrages douloureux entre infrastructure et défense. Le gouvernement parie sur la mobilisation fiscale interne, les recettes douanières, elles, ont augmenté de 18% en un an. Cette évolution modeste témoigne d'une volonté de maîtriser les leviers domestiques plutôt que de subir les conditionnalités externes. Au-delà des pourcentages, ces chiffres racontent un apprentissage, la lente transformation d'un état d'exécution en état de décision. Ils montrent aussi la limite du modèle. Sans croissance industrielle, les marges resteront étroites. Traoré le reconnaît. La souveraineté sans productivité n'est qu'un drapeau. Cette phrase résume la tension permanente entre idéologie et viabilité. Les observateurs internationaux soulignent que la trajectoire burkinabé ne peut être isolée du contexte régional. L'Alliance des États du Sahel tente d'harmoniser les efforts, mutualisation des infrastructures, fonds de défense communs et coordination énergétique. Pour la première fois, 3 gouvernements discutent de budgets conjoints en dehors des institutions occidentales. Le geste est technique, mais la portée symbolique est immense. Créer un précédent d'autonomie financière. Les chiffres ne garantissent pas le succès, mais ils tracent une ligne, celle d'un pays qui cherche moins à convaincre qu'à prouver. Et dans cette arithmétique politique, chaque décimale devient un acte de souveraineté. 2 lectures s'affrontent aujourd'hui autour de la trajectoire du Burkina Faso. La première, dominante dans les cercles diplomatiques, voit en Ibrahim Traoré un chef impulsif qui fragilise l'intégration régionale et condamne son pays à l'isolement. Elle souligne la baisse des investissements directs étrangers, estimés à 27% entre 2021 et 2023, ainsi que la dégradation de la note souveraine par les agences internationales. Pour ces observateurs, la rupture politique produit un coût durable, fuite des capitaux, raréfaction du crédit, contraction des marchés. L'argument paraît rationnel. Aucune économie émergente ne peut se développer sans accès aux flux financiers mondiaux. La seconde lecture, plus ancrée dans le terrain sahélien, inverse le raisonnement. Elle considère que l'isolement apparent constitue une forme d'émancipation stratégique. Les pertes d'investissement sont compensées par la montée des échanges intra-africains et la réorientation des dépenses publiques. Là où $1 d'aide impliquait des conditionnalités, $1 de coopération sud-sud nourrit un projet commun. Les défenseurs de cette ligne notent que, malgré les sanctions, le Burkina Faso n'a pas connu de rupture humanitaire majeure, preuve d'une résilience institutionnelle sous-estimée. Entre ces 2 pôles, la vérité se situe dans la friction. Oui, les indicateurs macroéconomiques restent préoccupants, mais ils ne mesurent pas l'impact politique d'une autonomie retrouvée. Traoré parie sur une légitimité qui ne s'achète pas, celle que procure la cohérence entre parole et décision. Ses partisans y voient une renaissance du pragmatisme africain, ses détracteurs, un romantisme révolutionnaire sans base productive. Les données disponibles dessinent un compromis implicite. L'économie se contracte, mais la participation citoyenne augmente. Les taux de mobilisation aux consultations locales dépassent en 60% contre 30% avant 2022. Ce glissement montre qu'une autre métrique du développement émerge, l'adhésion plutôt que la dépendance. En définitive, la question n'est pas de savoir si le modèle Traoré est durable, mais s'il parvient à transformer la souveraineté en outil collectif plutôt qu'en symbole isolé. Le tournant s'opère dans le silence. Lorsque les premières sanctions tombent, beaucoup s'attendaient à un repli intérieur. Mais c'est l'inverse qui se produit. Le Burkina Faso cesse de réagir
il commence à planifier. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un réseau d'alliances régionales se structure discrètement. Accords de défense communs, corridors commerciaux alternatifs, mutualisation des ressources énergétiques. Les communiqués officiels restent sobres, mais chaque paragraphe dissimule une réorientation stratégique. Ce n'est plus une rhétorique de résistance, c'est une ingénierie d'autonomie. Le midpoint n'est pas un discours, c'est un calendrier. En moins de 6 mois, la diplomatie burkinabé obtient plus de protocoles signés avec des pays africains qu'en 5 ans de coopération européenne. La logique change. Produire ensemble, former ensemble, commercer en monnaie locale. Ce déplacement discret, presque invisible pour le grand public, transforme la dépendance en coordination. Et derrière les chiffres, un principe émerge. La souveraineté n'est pas un État, c'est une pratique. Le Sahel découvre ainsi une vérité que les rapports officiels évitent. L'indépendance ne se déclare pas, elle s'administre jour après jour. Les effets du virage souverainiste ne se mesurent plus seulement dans les discours. Ils se manifestent à 4 niveaux interdépendants, où chaque acteur redéfinit son rapport au pouvoir. Prenons d'abord l'État. Sous Ibrahim Traoré, l'administration publique subit une cure de recentrage. Les délégations internationales sont réduites, les projets d'aide passés au crible, les priorités réécrites. Les ministères fusionnent certaines directions, la dépense est réorientée vers la sécurité intérieure et l'agriculture. En un an, le budget national augmente de 11%, essentiellement financé par la fiscalité locale. Cette reconsolidation bureaucratique ne signifie pas fermeture, mais hiérarchisation. L'État choisit ses dépendances plutôt que de les subir. Passons maintenant au secteur privé. Les entreprises, d'abord inquiètes de la rupture avec les bailleurs occidentaux, découvrent de nouveaux partenaires africains. Les importateurs de matériaux traitent désormais avec le Nigeria et le Maroc. Les banques locales expérimentent des circuits de crédit internes. Certains observateurs parlent d'un capitalisme de substitution, un marché moins fluide mais plus cohérent avec la stratégie nationale. Les marges diminuent, mais la résilience augmente. Dans un environnement où la volatilité politique est la norme, la continuité institutionnelle devient un avantage compétitif. Voyons ensuite les citoyens. La perception du risque s'inverse. Avant 2022, la peur dominait. Peur des attaques, des sanctions, de la misère. Aujourd'hui, la fierté circule aussi vite que les rumeurs. Les sondages internes indiquent que 68% des Burkinabés considèrent le retrait des forces étrangères comme nécessaire à long terme, même au prix d'un déclin économique temporaire. La jeunesse urbaine, autrefois tournée vers l'émigration, participe aux campagnes de volontaires pour la défense du territoire. Le patriotisme devient une ressource politique, pas seulement un slogan. Enfin, examinons la région. Les répercussions dépassent les frontières. L'Alliance des États du Sahel, issue des coordinations entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ouvre une brèche dans les équilibres de la CEDEAO. Les discussions autour d'une monnaie commune et d'une force régionale autonome remettent en cause 40 ans de dépendance monétaire. Les chancelleries s'inquiètent d'un effet domino. Si le modèle fonctionne, d'autres États pourraient s'en inspirer. Mais le risque inverse existe. Une coalition sous pression économique peut aussi se fragmenter. Au total, les conséquences concrètes traduisent une mutation politique profonde. L'Afrique de l'Ouest observe un pays qui expérimente la souveraineté sans notice, au prix d'erreurs, de lenteur et de rupture. Mais pour ses partisans, chaque difficulté renforce la légitimité de la démarche. Traoré l'affirme sans détour, « Nous n'avons pas choisi la facilité, nous avons choisi la mémoire ». Et cette mémoire, faite de sacrifices et de constance, redevient une boussole collective. Les prochains mois seront décisifs pour le Burkina Faso. Entre consolidation interne et confrontation externe, la trajectoire ouverte par Ibrahim Traoré reste réversible. 3 scénarios se dessinent, chacun révélant une facette du pari souverainiste. Le premier scénario de base est celui de la continuité prudente. Le pays maintient son cap actuel, consolidant l'alliance avec le Mali et le Niger. Les tensions diplomatiques persistent, mais sans rupture majeure. L'armée poursuit la reconquête progressive du territoire, et la production agricole reste stable. Les indicateurs macroéconomiques demeurent fragiles, mais la légitimité populaire compense la pression financière. Dans ce scénario, la survie du régime repose sur la discipline institutionnelle et la cohérence du récit national. Le pays
reste sous surveillance internationale, mais gagne un respect nouveau, celui d'un État capable de dire non sans s'effondrer. Le second scénario optimiste est celui de la bascule régionale. L'Alliance des États du Sahel réussit à mutualiser une partie de ses ressources énergétiques et logistiques. Une banque régionale embryonnaire voit le jour, financée par des capitaux africains et des partenaires eurasiens. Les échanges intra-africains augmentent de 30%, permettant d'amortir les sanctions occidentales. Dans ce contexte, le Burkina Faso devient laboratoire d'un modèle africain de gouvernance endogène. Traoré incarne alors non plus une exception, mais un précédent. Le troisième scénario pessimiste est celui de la contraction stratégique. Les tensions avec la CEDEAO s'aggravent, les flux commerciaux se raréfient et les équilibres internes vacillent. Une crise alimentaire ou financière pourrait éroder la base populaire du régime. Les factions militaires reprennent de l'influence, rendant la centralisation du pouvoir instable. Ce scénario renverrait le pays au cycle d'instabilité chronique que le projet souverainiste voulait rompre. Dans tous les cas, un principe demeure. La dépendance se mesure moins en dollars qu'en décisions différées. Si les alliances africaines tiennent, le Burkina Faso pourrait ouvrir la voie à une réinvention géopolitique du continent. Sinon, il servira de rappel brutal. La liberté coûte cher, surtout quand elle s'exerce en public. Derrière les grandes manœuvres diplomatiques, le véritable visage du changement se lit dans les gestes du quotidien. À Ouagadougou, les marchés rouvrent lentement après des mois de peur. Les conversations ne tournent plus seulement autour des attaques, mais des récoltes, des routes, des salaires. Les gens disent que la fatigue du désespoir laisse place à la fatigue du travail. Cette nuance, infime mais réelle, marque une mutation sociale que les chiffres n'expliquent pas. Sous Ibrahim Traoré, la politique cesse d'être un spectacle réservé à la télévision. Les volontaires pour la défense, souvent des jeunes chômeurs hier, deviennent acteurs de leur sécurité. Les campagnes de reboisement et les programmes agricoles communautaires leur offrent un cadre d'action concret. Un instituteur du Sud confie : « Pour la première fois, je sens que mon métier participe à une cause nationale. » Cette perception transforme la résilience en outil civique. Mais l'effort a un prix. Les sanctions se répercutent sur les familles. Pénurie de carburant, hausse des denrées importées, coupure d'électricité. Pourtant, la colère ne vise pas le gouvernement. Les gens invoquent la pauvreté choisie, expression qui résume un paradoxe, préférer le manque temporaire à la dépendance permanente. Les rues témoignent d'un moral fragile mais lucide. Les chansons patriotiques remplacent les publicités internationales. Les drapeaux étrangers se font rares dans les écoles. Ce climat n'est ni triomphal ni tragique, il est expérimental. Le peuple apprend à respirer sans assistance, parfois difficilement, mais avec dignité. Et c'est peut-être là le vrai projet politique de Traoré, redonner à l'effort ordinaire la valeur d'un acte souverain. Les discours ne suffisent plus, il faut une méthode. Sous Ibrahim Traoré, la transition burkinabé cherche à passer de la déclaration à la planification. 5 axes structurent désormais cette stratégie, chacun assorti d'un calendrier et d'un indicateur mesurable. Le premier axe est de sécuriser le territoire par zone prioritaire. Plutôt qu'une reconquête totale, le gouvernement concentre ses efforts sur 10 cercles à haute valeur agricole et logistique. Objectif : stabiliser 60% de la population d'ici fin 2025. Chaque zone sécurisée rouvre au moins une école et un marché. Le deuxième axe est de transformer l'agriculture de survie en économie vivrière. Un fonds spécial de 40 milliards FCFA finance les coopératives régionales. Les rendements doivent augmenter de 25% sur 3 ans. Des audits semestriels suivront la traçabilité des subventions locales. Le troisième axe est de mutualiser les ressources énergétiques avec le Mali et le Niger. La signature de protocoles d'échanges électriques vise à réduire les coupures de 30% d'ici 2026. Le projet devient symbole d'intégration concrète, produire ensemble, consommer ensemble. Le quatrième axe est de réformer l'administration fiscale. La numérisation des recettes douanières et des taxes locales doit accroître la collecte de 20%. Une mesure simple, chaque franc prélevé visible sur une plateforme publique pour limiter la corruption. Le cinquième axe est de relancer la diplomatie africaine. Ouagadougou multiplie les rencontres sud-sud. En 2024, 11 accords techniques conclus sans médiation occidentale. La feuille de route
prévoit d'en doubler le nombre avant 2026. Ces jalons ne garantissent pas le succès, mais instaurent un rythme. Traoré résume: nous devons prouver par l'organisation ce que d'autres imposent par l'argent. La méthode devient message, la constance, stratégie. Au début de ce parcours, un instituteur du Sud disait: pour la première fois, je sens que mon métier participe à une cause nationale. Cette phrase simple résume ce que Ibrahim Traoré cherche à construire, une dignité partagée, née non des victoires militaires, mais de la constance des gestes quotidiens. Ce n'est pas l'épopée d'un homme, c'est la persévérance d'un peuple qui refuse l'amnésie. Le Burkina Faso d'aujourd'hui n'est ni riche ni stable, mais il s'appartient davantage qu'hier. Les erreurs deviennent apprentissage, les manques deviennent arguments. Les visages fatigués dans les marchés ou les casernes racontent une même vérité. La souveraineté n'est pas un luxe, c'est une discipline. Et cette discipline, pour être crédible, doit s'éprouver dans la durée. Traoré ne promet pas d'échapper à la pauvreté, mais de la transformer en levier d'indépendance. Ce projet n'inspire pas par son éclat, mais par sa cohérence. À mesure que les doutes s'estompent, la mémoire de Sankara reprend forme, celle d'une Afrique qui choisit de se définir plutôt que de se justifier. Un pays se reconstruit d'abord dans son récit, et celui-ci commence quand les citoyens cessent d'attendre pour agir. Chaque époque choisit son miroir. La nôtre reflète moins la puissance que la persévérance, moins la conquête que la cohérence. Le Burkina Faso, à travers la trajectoire d'Ibrahim Traoré, rappelle une évidence souvent oubliée: aucune nation ne se libère par procuration. Les discours étrangers peuvent inspirer, mais seuls les actes endogènes fondent la légitimité. Aujourd'hui, l'Afrique observe et s'observe. Les capitales hésitent entre prudence et conviction, entre lissage diplomatique et franchise historique. Le vrai enjeu n'est plus de plaire ni de convaincre, mais de comprendre comment habiter son autonomie sans la confondre avec l'isolement. La dignité collective, longtemps traitée comme un mythe, redevient une méthode. Ceux qui la pratiquent savent qu'elle coûte cher, mais qu'elle rapporte en clarté. Alors, au-delà des frontières, des langues et des alliances, une question demeure. Quand viendra le moment où chaque État africain assumera son propre rythme, non pas pour s'opposer, mais pour exister pleinement?